Bonjour tout le monde, bonjour, ravi aujourd'hui d'être connecté avec vous pour ce nouveau webinaire présenté par Hub Advisor en compagnie de deux invités de prestige, Nicolas Pirot et Morgane Nesnay, tous deux membres et partenaires chez Cambon Partner. Bonjour Nicolas, merci d'être là. Bonjour Ismaël. Tu vas bien? Ravi, absolument, très bien. Et toi, j'espère que les auditeurs vont bien également. Salut Ismaël. Tu nous entends? Parfaitement. Vous m'entendez, moi? On t'entend parfaitement. Merci beaucoup aussi de te joindre à nous. Ce que je disais, donc, c'est que ce matin, on est une trentaine. Il y a une trentaine de participants. Et j'expliquais un peu le format du webinaire avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc le format est assez simple. Donc pour ceux qui ont l'habitude comme Laurent, au départ, pardon, il y a 30 minutes où c'est plutôt moi qui pose les questions. On a préparé quelques éléments avec Nicolas et Morgane, mais n'hésitez pas tout au long du webinaire à nous poser des questions directement dans le chat et nous on reviendra dessus. La deuxième partie est vraiment interactive. Donc c'est un moment où vous pouvez directement vous aller sur les sujets qui vous intéressent. Aujourd'hui, ça intervient pas par hasard ce webinaire. On est comme beaucoup le connaissent dans les fonctions informatiques, puisque sur la trentaine de participants, il y a essentiellement des DSI. On est dans un contexte où on est face à une grosse réduction des coûts IT que subissent de nombreux DSI. On est aussi dans un contexte de crise économique où on se demande quels sont les investissements à prioriser. Et il y a un élément qui est peu pris en compte, on va dire, aujourd'hui dans les fonctions IT, dans les fonctions digitales, c'est la valorisation de l'entreprise. Généralement, on voit de plus en plus de DSI, de Chief Digital Officer et même de CFO qui vont vraiment parler du chiffre d'affaires, qui vont parler de la part de marché aussi, qui vont parler de la rentabilité, du profit. Mais la valorisation, on va dire, c'est un sujet qui n'est pas forcément bien compris, bien mature pour beaucoup des acteurs qu'on rencontre, alors que c'est un sujet qui est décisif. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a demandé votre éclairage, Nicolas, Morgane, expert, on va dire, sur la thématique du LBO et de la merger and acquisition, pour nous, dans un premier temps, expliquer l'importance de la valorisation. Est-ce que c'est réservé aux acteurs qui sont cotés en bourse ou pas, cette priorité-là? Et après, nous expliquer les différentes étapes d'une fusion, d'une acquisition, et le rôle que joue l'IT et votre vision en 2023 de ce que doit être une direction des systèmes d'information, une direction digitale pour permettre à une société d'être valorisée ou pas. Voilà un peu l'idée. Nicolas, Morgane, je vais vous laisser vous présenter aussi Cambon Partner, c'est très important. Et après, on pourra commencer l'échange. Top. Morgane, tu veux dire un mot sur Cambon? Avec plaisir. Donc, bonjour à tous. C'est un plaisir d'être à vos côtés virtuellement. Et je vous entends merci. Vous m'entendez? Moi, je t'entends, Morgane. Ouais. D'accord. Ismaël, tu m'entends pas? Allô? Allô? Ouais. Oui, moi je t'entends. Mais... Tu nous entends bien, moi je vous entends pas. C'est bizarre. Hop. Bon. Je pars du principe que les autres m'entendent. Que tout le monde entend, ouais. Ouais. Donc pendant qu'Ismaël règle ses problèmes IT, je t'entends. Lui, le gourou de l'IT, voilà. Non, mais lui dire que nous sommes très contents d'être à ce webinaire. C'est vrai que nous avons une relation d'affection particulière avec HubAdvisor, l'aventure que Ismaël Samir et on crée il y a quelques années. Voilà, c'est des entrepreneurs de grande qualité qu'on a envie avec lequel on échange régulièrement. Donc nous, Cambon Partners, nous sommes une banque d'affaires, donc nous avons un métier de conseil en fusion-acquisition. Nous conseillons les entreprises et les entrepreneurs de croissance qui ont en général une entreprise qui a un sous-jacent technologique la plupart du temps. Nous sommes une équipe d'une 60aine de collaborateurs entre Paris et Londres, une entreprise qui a maintenant 20 ans et qui a réalisé un peu plus de 60 transactions en 2022 et pas loin de 500 transactions depuis son démarrage. Le métier du conseiller en fusion-acquisition, c'est un métier donc, de conseil et pas d'investissement. Donc, Cambon Partners ne détient pas d'argent, n'investit pas dans les entreprises, c'est vraiment une activité de pur conseil. Et donc, on conseille les entrepreneurs et les entreprises sur leur stratégie capitalistique en général,
et leur stratégie de développement. Donc, comment on finance la croissance? C'est en général la question qui nous est posée. Et donc, quand on parle de financement, on parle souvent de valorisation, puisque en face d'un financement, il y a des instruments financiers qui sont du capital, parfois de la dette, et on va souvent avoir le sujet de la valorisation. Et donc, nous ne sommes pas des experts à proprement parler de la valorisation, il y a des évaluateurs particuliers, mais nous, notre métier de conseil nous conduit à porter très souvent un regard sur la valorisation de l'entreprise en proposant aux contreparties, c'est-à-dire des investisseurs ou des acquéreurs, une opération sur la base d'une certaine valorisation. Et donc, en réfléchissant avec Ismail et Samir, on a considéré qu'on pouvait apporter un éclairage assez différent, je pense, de l'impact du phénomène technologique sur la valorisation de l'entreprise, parce que tout ça, à la fin, a un impact économique qui se retrouve dans la valorisation de l'entreprise. Donc, en ce qui me concerne, Morgane Lenné, je suis un des associés historiques de l'entreprise. J'ai rejoint l'entreprise il y a à peu près 16 ans. Nous étions une petite start-up. Nous sommes encore dans notre esprit très jeune et très start-up. Et j'ai fait de très nombreuses transactions dans ce domaine-là, en conseiller dans des entreprises au long terme. Et maintenant, on a une équipe de grande qualité avec laquelle on a une aventure entrepreneuriale qui est de grande qualité toute la journée. Donc, je laisse Nicolas se présenter un peu et puis Je suis aventure entrepreneuriale que j'ai rejoint en 2017. Donc on était encore un peu plus gros, un peu plus gros quand Morgane est arrivé. On était une quinzaine, une vingtaine, et maintenant, comme disait Morgane, on est 60. Et donc aventure très entrepreneuriale, on a la chance d'accompagner des entrepreneurs, des équipes de management, et c'est ça ce qui fait notre motivation au quotidien, quoi. On est dans les entreprises et on les accompagne sur une durée de temps qui peut être le temps d'une opération, et on les suit dans la durée. Ce que disait Morgane pour revenir sur la valorisation des entreprises, est-ce que disait Ismail, est-ce que c'est important que pour les sociétés cotées en bourse? Évidemment non. Il y a plein de moments où le dirigeant de l'entreprise ou l'entreprise a besoin d'être valorisé. Comme disait Morgane, nous, on va s'occuper des opérations financières, donc de levée de capitaux, de la dette, de ce qu'on appelle du capital amené par des fonds, donc de l'equity. Et donc ça, nous, on va intervenir sur ce type d'opération. Et donc il y a à ce moment-là une valorisation qui est donnée pour l'entreprise, mais le dirigeant, il a lui aussi plein de moments dans sa vie où il a besoin de valoriser son entreprise pour des fins de fiscalité, des obligations juridiques, des transmissions, voilà. Et donc la valorisation de l'entreprise à proprement parler, elle est sous-jacente à toute vie de l'entrepreneur. Voilà, donc pas uniquement pour les sociétés cotées en bourse. Et évidemment, quand on a une société cotée en bourse, on a une valeur de marché avec la valeur d'une action qui est cotée sur un marché public. C'est très différent quand on a une société qui n'est pas cotée en bourse et où il faut déterminer une valeur qui, par définition, n'est pas soumise au public. Donc, on a plein de méthodologies. Comme je disais, il y a des évaluateurs indépendants qui ne font que ça. Et après, il y a le prix qui peut être proposé par un investisseur financier dans le cadre d'une opération financière pour déterminer la valeur de l'entreprise. C'est hyper clair, et c'est vrai que moi qui suis pas de ce monde-là, j'avais le sentiment que la valorisation, c'était important pour un entrepreneur qui voulait revendre sa société, et je voyais l'importance de la valorisation qu'à ce moment-là. Et ce que je comprends à travers vous, c'est que la valorisation est importante, mais pour plein de choses. Pour se financer, ça paraît évident, pour se financer, mais même pour d'autres éléments, d'un point de vue juridique, parfois ça peut être le légal, en fait, le législatif qui demande aussi la valorisation. Donc c'est quelque chose que le dirigeant d'entreprise a toujours en tête. Voilà. Et en fait, tu disais sur les levées de fonds, le dirigeant d'entreprise, il passe par différents stades de maturité, ce qu'on appelle les séries A, B, C. Voilà, les sociétés sont plus jeunes, sont souvent au démarrage de la génération pour eux de revenus. Voilà, ils ont un produit ou une idée ou un service qui se développe, et donc là ils se disent j'ai besoin de capitaux, j'ai besoin de capitaux, donc je fais appel à des investisseurs ou des prêteurs
tiers. Et donc, j'ai besoin de définir une valorisation sur la base de laquelle ils vont prendre 5, 10, 15, 20% de mon capital. Donc dès le plus jeune âge de l'entreprise, finalement, on a une valorisation de la société qui doit être déterminée. Et donc, ça va le guider, évidemment, dans sa vie d'entrepreneur. C'est très clair pour moi. Et vous qui avez une grosse expérience, voilà, 20 ans d'expérience pour Morgane et Nicolas, est-ce que vous pouvez me parler de l'importance de l'actif IT et informatique dans la valorisation des entreprises et comment ça a évolué au fil des années et ce qu'il en est en 2023? Ouais, c'est une bonne question, Ismaël. Déjà, peut-être pour revenir un peu sur qu'est-ce que c'est qu'une valorisation d'entreprise qui est faite par un investisseur. Un investisseur, il va entrer, comme disait Morgane, dans une entreprise dans le cadre d'une opération financière. Le dirigeant dit, moi, j'ai besoin de 5 millions pour financer ma croissance future, ou alors je veux céder une partie de mes titres pour réaliser une partie de mon patrimoine, et donc je fais entrer un investisseur. L'investisseur qui va entrer à ce moment-là, et nous, c'est notre métier de vendre un projet, de vendre une histoire pour trouver le bon partenaire financier. Cet investisseur, il va valoriser, il va dire, je mets 5 millions d'euros et j'ai une espérance de croissance de cet investissement. Donc, je veux gagner 2 fois, 3 fois ma mise, 5%, 10% par an. Et donc, une fois qu'on a dit ça, on a dit, j'ai un investissement. Quelle est du coup la valorisation pour cette entreprise en fonction de mon espérance de gain? Donc, toute la logique de valorisation, elle est là. Elle est de se dire quelle est l'espérance de gain pour l'investissement que je vais faire dans cette entreprise. Et donc ça, c'est le fondement de la valorisation. Voilà, c'est la majeure partie du travail que fait l'investisseur quand il étudie un dossier, c'est dire est-ce que je crois au business plan du dirigeant? Est-ce que je pense qu'il peut faire plus? Quels vont être les leviers d'accélération? Quels vont être les freins ou les barrières à franchir pour réaliser ce business plan, parce que ce business plan, c'est ce qui va fonder mon espérance de gain de mon investissement et donc la valorisation à l'entrée. Donc tu parles de l'IT. L'IT au sens large, l'IT, ça veut, et en fait, on l'a vu dans les différentes phases. En fait, si on remonte il y a 20 ans, création de Cambon, alors j'avais pas la chance d'être là, je finissais mes études, mais Morgane pourra en parler, mais on avait une phase où on était sur il y avait des startups qui se finançaient et donc qui étaient des startups de la tech et qui vendaient un produit technologique, un logiciel, un site e-commerce. Voilà, donc ça, c'est des sociétés technologiques. À l'époque, on parlait d'audit IT ou d'assets technologiques pour ces sociétés-là. Le monde, il a beaucoup changé. 2000, les années 2000, c'était encore cette vague qui faisait qu'on s'intéressait beaucoup à l'IT pour des sociétés essentiellement qui avaient des produits ou des modèles technologiques. Donc, encore une fois, je vends un logiciel. Depuis les années 2010, en fait, l'IT, il est devenu prépondérant dans toutes les sociétés. Donc, que ce soit des sociétés industrielles, de services, l'IT est devenu et je vais revenir sur le pourquoi, est devenu central. Et donc, aujourd'hui, il y a des audits IT non plus uniquement pour les acteurs qui ont un modèle technologique, mais sur toutes les sociétés industrielles de services. Je prends un exemple, on a vendu une société il y a 2-3 ans qui était dans les services à la personne pour les personnes en situation de handicap ou de dépendance. Donc, a priori, rien à voir avec l'IT. En fait, l'IT a été central dans les discussions. Pourquoi ? Parce que leur socle technologique permettait d'être plus efficace que leurs concurrents, à savoir qu'ils avaient développé tout un logiciel propriétaire qui permettait d'aller chercher les candidats ou en tout cas les prestataires
dans les différentes régions, de les faire matcher avec des personnes qui avaient des besoins. Et donc, on a eu un multiple et une valorisation de sociétés quasiment technologiques pour un actif qui n'était pas du tout dans ce secteur-là. Ça, c'est bien le reflet aujourd'hui, l'IT est devenu central. Et pourquoi est devenu central? C'est parce qu'en fait, c'est ce qui permet à la société de croître, voilà, d'accélérer ou d'avoir des barrières. On revient toujours au fondement de la valorisation. C'est quoi? C'est une espérance de gain, c'est un business plan, c'est une trajectoire de croissance. La technologie, les outils sont aujourd'hui le facteur multiplicateur ou décélérateur de la croissance d'une entreprise. Et si je voulais ajouter quelque chose, il n'y a pas de valorisation de l'actif IT à proprement parler. L'entreprise n'est pas la somme de la valeur de ses actifs. Nous, ce n'est pas ce que nous vendons. Nous vendons une capacité d'exécution du business plan. Le business plan a besoin d'un certain nombre d'éléments. Voilà, il y a des humains, il y a de l'IT, il y a parfois des marchés sous-jacents qui doivent être en bonne santé, parfois voilà, un contexte macroéconomique global qui doit être porteur. Mais il n'y a pas, dans notre métier, en tout cas dans notre appréciation de la valorisation d'une entreprise dans le cadre d'une transaction, une valeur particulière assignée à l'actif IT. Si jamais, justement, on essaie de s'en détacher, puisque si j'étais justement dans la valorisation de l'actif IT, je serais quelque part en train de vendre, entre guillemets, un actif dans une logique, ce qu'on appelle make or buy. Un acheteur, il a probablement plus d'intérêt à m'acheter que simplement l'actif technologique qu'il va récupérer, puisqu'il va récupérer une capacité d'exécution, une capacité de préempter des marchés, une capacité de croissance. Donc, moi, je ne cherche pas à minorer la valeur de l'actif IT, je cherche juste à dire que c'est un impondérable pour exécuter le business plan. Et donc, ensuite, je vends le business plan. Dans le cadre de l'achat, quelqu'un qui est en face de moi, que ce soit un investisseur ou un acheteur industriel, va se dire, OK, je vais vérifier la valeur des actifs qui permettent d'exécuter le business plan. À l'intérieur de ça, évidemment, l'IT est au cœur. Nous, en tout cas, c'est notre ADN. On ne conseille quasiment que des entreprises qui ont un actif technologique fort. Et ça peut être des entreprises de retail ou de services à la personne, comme Nicolas le disait, mais il faut qu'elles aient un driver de croissance qui leur permette d'avoir de la scalabilité, puisque vous connaissez ce mot-là qui est souvent utilisé pour incarner un peu ce qu'inspirent les entreprises de technologie, c'est-à-dire la capacité à se déployer très rapidement grâce à une technologie adaptée. Et c'est là que rentre en considération la due diligence technique. Et dans le cadre de l'acquisition d'une entreprise ou d'un investissement, il y a une due diligence technique qui est de plus en plus fine et robuste, puisqu'on va non seulement aller vérifier l'adéquation des technologies utilisées avec le projet de croissance. Morgane, je me permets de t'interrompre, on va y venir. D'accord. Mais je vais juste resituer, rephraser, parce qu'en fait, il y a plein d'éléments hyper intéressants que vous avez formulés tous les deux. C'est que l'IT, historiquement, enfin, dans le début des années 2000, c'était surtout pour les éditeurs de logiciels, les sociétés qui étaient dans le web aussi, où l'actif IT était, on va dire, prépondérant dans la valorisation de l'entreprise. Aujourd'hui, c'est plus réservé à cette verticale-là. C'est tout type d'industrie. L'IT a un rôle prépondérant à jouer dans la valorisation de l'entreprise pour deux raisons. Parce que, in fine, la valorisation de l'entreprise va intéresser des financeurs, des acquéreurs, avec l'espérance de se dire à l'entreprise, on va l'emmener de tel chiffre d'affaires à un chiffre d'affaires qui va grossir. Donc, l'IT est dans ce cadre-là très important parce qu'on se demande est-ce que derrière, il va pouvoir supporter cette croissance. Et c'est ça l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on a 1000 clients, on prévoit d'en avoir 3000. Est-ce que si on a 3000 clients dans les 5 prochaines années, on a un système d'information qui est capable de supporter cette transformation de l'entreprise? Donc ça, c'est le premier élément. Et donc, il faut avoir une qualité de service IT qui soit opérationnelle, une belle infrastructure, etc. Parce que sinon, si on n'est pas en capacité de suivre, forcément, ça ne va pas plaire aux investisseurs. Donc ça, c'est la question de la scalabilité que tu mentionnais, Morgane. Et ce que j'ai noté aussi de la part de Nicolas, c'est le fait que l'actif est pas unique, enfin l'IT, pardon, et le digital n'est pas uniquement dans les entreprises start-up éditeurs de logiciels, peut permettre
à une entreprise traditionnelle d'avoir un différenciateur par rapport à ses concurrents. Et ça aussi, c'est fondamental, c'est se dire, effectivement, le DSI ou la personne qui s'occupe du digital, elle doit travailler effectivement à avoir une bonne qualité de service et elle doit travailler à créer aussi, potentiellement développer, alors qu'on est dans une réflexion aujourd'hui où le SaaS est là et donc il y a de moins en moins de développeurs dans les directions informatiques, mais développer des outils qui vont supporter le métier spécifique de l'entreprise et qui va lui permettre d'être différente par rapport aux autres et d'avoir une valeur plus importante. Et je vous remercie pour ça. Et ça me permet effectivement, et c'est là où je t'ai interrompu Morgane, mais c'est comme ça, on a le parfait fil conducteur. Et donc maintenant, concrètement, effectivement, donc il y a la société A qui veut potentiellement se faire acheter par la société B. On est dans un processus de valorisation. Et donc, ce que tu disais, Morgane, parce que tu as commencé à aller dessus, c'est qu'il y a un audit spécifique, donc dans l'opération potentiellement d'acquisition ou dans une opération de financement d'entreprise, à un moment donné, on va mettre le nez dans l'IT. C'est ce que tu commençais à nous expliquer. Exactement. Et donc, de la même manière qu'il y a un audit financier, un audit juridique, un audit RH, de plus en plus un audit RSE, il y a l'audit tech. Et l'audit tech, c'est mené par des sociétés comme Wavestone, par exemple. Donc, des entreprises de services qui ont des experts capables de aller creuser dans le code, dans l'infrastructure, dans l'organisation de l'équipe de développement entre le build et le run. Voilà. Donc, tous ces facteurs-là sont finement analysés. C'est de plus en plus professionnalisé comme approche. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, quelque part, le CTO ou le DSI est en première ligne, puisque ça sera à lui d'avoir une capacité d'expression et d'explication de son organisation. En général, à cette occasion-là, il faut avoir un petit document. Voilà. Donc, le CTO, en général, prépare un document qui explique son organisation, ses process, les infrastructures sur lesquelles il tourne, les langages de programmation, et avec la roadmap techno. Parce qu'en général, ce qui est important de vérifier, c'est où on en est de sa roadmap. Parce que le business plan est sous-tendu par un certain nombre d'hypothèses de développement de nouvelles features, de développement de nouvelles langues, par exemple. Eh bien, à ce moment-là, il faut vérifier que la roadmap techno, elle est adaptée. Donc, il y aura plein de benchmarks qui seront réalisés. Et donc, c'est pour ça que moi, j'encourage les CTO à être en permanence en train de mettre à jour un petit document de présentation. Parce qu'à ce moment-là, il va être très utile dans cette phase-là parce que voilà. Donc, de la même manière que le CEO pitch son entreprise ou le directeur commercial pitch la qualité des produits, le CTO doit aussi être capable de pitcher son organisation IT, puisqu'il va être au cœur de la prise de décision de la contrepartie. En fait, le scope de l'IT, en fait, de l'audit IT fait que de s'élargir au fil du temps. En fait, on le voit, initialement, c'était, il y a peut-être 5-10 ans, c'était l'audit qui était fait en dernier, si on a le temps, avec finalement, on prenait effectivement quelques schémas d'architecture. Aujourd'hui, il a la même place que ce que dit Morgane sur l'audit financier et le juridique parce que et donc ils ont plusieurs choses effectivement. L'architecture déjà, voilà, c'est quoi quel est l'ensemble des applications qui sont utilisées, quels sont les systèmes, quels sont les langages, en termes de réseau, est-ce qu'on est scalable, voilà, ça c'est important. Donc voilà, c'est quoi l'environnement, qu'est-ce qui est propriétaire, qu'est-ce qui est tiers, voilà, ça c'est une question fondamentale, comme disait Ismaël, beaucoup de sociétés industrielles ou de services veulent de plus en plus internaliser la compétence, et donc qu'est-ce qui est propriétaire, qu'est-ce qui est tiers. Pourquoi c'est important? Quand on le fait à la maison, on est plus agile pour grandir et donc un business plan, trajectoire de croissance, je dois grandir, donc c'est important de l'avoir à la maison. Mais il y a des choses qui sont mieux faites à l'extérieur. Donc je vais chercher une solution qui est sur le marché en open source, payante, mais qui est déjà plus avancée. Et donc
comment mon organisation et mon architecture s'adaptent. Voilà, si je dois faire 50, 100, 200% de croissance, est-ce que mes connecteurs, par exemple, entre ma plateforme maison et mes logiciels tiers vont assez vite. Donc ça, c'est voilà, l'architecture. La cybersécurité qui est devenue un thème central dans les entreprises, donc tests d'intrusion, les data leaks, voilà, voilà, la cybersécurité, environnement, protection, ça c'est devenu un thème central. Et deux autres thèmes, Morgane le disait, l'organisation. Encore une fois, hein, je mets toujours, on en reparle toujours, mais scalabilité, développement, mon organisation, c'est quoi mon équipe, comment elle est organisée au quotidien, est-ce qu'elle a voilà, des points, un peu des daily meetings pour revoir la roadmap, comment on avance, les priorités court terme, long terme. Voilà, donc ça, c'est à quel point c'est agile avec toutes les méthodes de développement qui vont après. Et la roadmap. La roadmap, encore une fois, hein, ça peut revêtir plusieurs choses. Et donc ça, c'est important. Et je pense que, comme Morgane disait, documenter une roadmap court terme, moyen terme, long terme. Quelles sont les priorités? Court terme, c'est le quotidien, la dette technique, les bugs à corriger. Ça, c'est un peu le day-to-day. Voilà. Ensuite, le CEO ou la direction donne une ligne directrice de où est-ce que je veux aller en termes de marché, de positionnement. Comment ma roadmap technique s'adapte à ça. Voilà. Et ça c'est fondamental. Et c'est devenu au même titre que le reporting financier qu'un CFO peut faire ou qu'un contrôleur de gestion peut faire pour un dirigeant, c'est devenu aussi important pour le dirigeant d'avoir une bonne vision sur sa roadmap technique, parce que c'est fondamental dans son plan de croissance. Ouais. Et il y a un point qui est super important, c'est le point RH aussi. Donc, dans l'organisation, il y a aussi la capacité à attirer des talents et à les retenir. Okay, et donc, le CTO est à ce stade, quelque part, celui qui va porter aussi la vision, l'enthousiasme qui pourra générer chez les candidats. On est sur un métier à ressources rares, en tout cas en tension de ressources. Donc, il y a vraiment toujours ce sujet de est-ce que je vais pouvoir mettre des people en face de ma roadmap? Est-ce que j'ai une capacité de rétention de mes collaborateurs? Est-ce que au point RH, je suis bien noté? Voilà, donc ça, c'est la dimension RH dans la fonction IT, elle est fondamentale. C'est celle qui permet ou pas l'agilité. Voilà. Et donc l'agilité, c'est vraiment au cœur. On a parlé de scalabilité. Ensuite, on parle beaucoup d'agilité. Voilà, ça c'est un point que je voulais bien relevé. Donc, l'ambiance interne. Okay, je pense que la gestion du happiness dans l'entreprise, dans la fonction tech de l'entreprise, c'est fondamental. Ça vaut aussi pour tous les métiers de l'entreprise. Hein, mais dans la partie tech, c'est souvent un point sur lequel il y a souvent des progrès à faire, hein, donc la gestion du happiness. Et puis après, un dernier point que je voulais citer, c'est que je pense que, Ismaël, tu pourrais lancer un produit bien préparé son audit IT. Je pense qu'il y a un vrai sujet de conseil à ce stade-là, puisque et des CTO qui ont bien préparé un audit IT pourraient contribuer à former d'autres CTO. Donc, je pense qu'au sein de Budweiser, cette notion de club de DSI, de CTO, pourrait tout à fait avoir une thématique autour de l'audit IT. Ça se prépare. Ça ne s'improvise pas et c'est bien d'avoir des gens qui vous donnent des feedbacks sur comment ils l'ont traité et des gens comme Budweiser qui vous permettent d'accéder à cette ressource. Eh bien, merci beaucoup. Il y a déjà le retour de Laurent, un DSI qu'on connaît bien, qui vient de te dire que c'est une excellente idée. Donc, merci beaucoup en tout cas pour l'idée. Mais pour rester sur et je vous remercie pour ces insights hyper pertinents et je vous remercie pour ça. Et en résumé, moi, ce que je note, c'est que si on se met d'un point de vue du dirigeant d'entreprise, le dirigeant qui veut garder l'IT à l'os et réduire les investissements, etc., il n'est peut-être pas dans la meilleure vision du business qu'on puisse avoir en 2023. C'est un petit peu dépassé cette vision-là. Et il y en a. Il existe encore des dirigeants d'entreprise. Là, je parle vraiment de la direction générale pour qui l'IT, ça doit être le sujet où on fait tourner la boutique tout simplement, mais on investit le minimum possible. Donc ça, c'est peut-être un centre de coût. L'IT, c'est un centre de coût pour certains. Ouais, centre de coût. Donc cette vision, elle est
clairement à revoir de la part de certains dirigeants. Et les DSI, les Chief Digital Officers qui sont confrontés à ça, il ne faut pas qu'ils hésitent à challenger aussi cette vision-là. Et ce que je note aussi, c'est que votre vision du rôle… Non seulement ils vont la challenger, mais maintenant, comme quelque part, on est sur le sujet de la valorisation, c'est très simple d'aller challenger un CEO pour lui dire « Attends, mais tu sais que quand même, tout ça, ça a un impact sur la valo. » Je ne suis pas en train de vous donner un chèque en blanc pour aller négocier un doublement de votre budget IT. Je dis juste que, en fait, on est au cœur d'un élément fondamental de la valorisation. Et ça, le CEO, il le comprend. C'est hyper clair. Et effectivement, donc ça nécessite aussi un nouveau rôle de DSI parce que même si vous l'avez dit de manière très naturelle, au bout, donc le DSI aujourd'hui qui a un impact sur la valorisation de son entreprise, c'est quelqu'un qui est effectivement sur le day-to-day, mais c'est quelqu'un aussi qui a une vision. Donc dans l'IT, il y a un terme clé, on appelle ça le schéma directeur, etc. Mais sans aller jusqu'au schéma directeur, mais au moins qui se dit, moi, ma roadmap, elle est articulée autour de tel critère technologique. Donc, cette vision et cette prospective, en fait, cette veille technologique qui est importante d'être assurée. Il doit connaître les nouveaux outils pour pouvoir les intégrer à sa roadmap. Et en plus de ça, ça doit être un leader parce que la dimension humaine est hyper importante, notamment dans ces métiers-là. Et donc là, tu as utilisé aussi un dernier terme, c'est-à-dire pitcher à un moment donné. Il doit savoir pitcher. Et ça, pour moi, c'est clair parce que je voulais vous poser la question, est-ce que lorsqu'il y a cet audit, quand on parle d'un changement d'actionnariat, on parle aussi souvent d'un changement d'homme, avec un grand H. Est-ce qu'un DSI qui est dans une société qui vient de se faire acheter, où il y a des nouveaux actionnaires qui viennent d'être établis, donc comment il doit se positionner? Est-ce que ce que je viens de décrire comme étant les skills aujourd'hui qu'on attend d'un DSI, est-ce qu'aujourd'hui, les investisseurs, quand ils regardent l'effectif d'une entreprise, ils conseillent à leur client qui vient d'acheter potentiellement, effectivement, dans notre audit, on a remarqué que ce n'était pas forcément la bonne personne au bon endroit, quoi. Ouais, tu sais, les investisseurs, ils sont en plus beaucoup professionnalisés là-dessus. Pas plus tard qu'avant-hier, j'ai reçu une offre d'un fonds sur une société. Le fonds, il a lui-même recruté en interne un spécialiste du digital. Voilà, donc il se professionnalise et donc effectivement, encore une fois, comme le dit Morgane, les people, c'est critique. Donc encore une fois, avant, l'investisseur disait le CFO, est-ce qu'il est suffisamment entre guillemets musclé, force de proposition? Parce que toi, dirigeant, fondateur, si tu n'as pas un bon reporting financier, tu ne pourras pas prendre les bonnes décisions. Aujourd'hui, c'est la même chose avec un CTO, avec un CDO, tu vois, parce qu'en fait, c'est là-dessus qu'ils vont se reposer. L'investisseur, lui, il dit, moi, je veux que mon argent il soit le mieux placé possible. Donc, je veux que l'équipe qui va porter ce projet, qui va développer cette société, elle soit la plus musclée. Et donc, le dirigeant, le fonds, il va dire au dirigeant, s'il estime que la société n'a pas assez investi, dire on devrait recruter, on devrait renforcer les équipes pour être au niveau là-dessus, parce que sinon, on aura des freins dans notre développement. C'est clair pour moi. On a parlé d'un exemple où l'IT a impacté positivement la valorisation d'une entreprise. Est-ce que vous pouvez potentiellement me citer des exemples où ça a été l'effet inverse? Et pourquoi? Et quelles ont été les conséquences? Ouais, je peux y aller. Effectivement, tu as raison, on a expliqué que c'était un thème central, l'IT. Je pense qu'il y a deux choses. Il faut distinguer des sociétés dont c'est le cœur du réacteur, en fait, un éditeur, une plateforme e-commerce, voilà. Ces gens-là, si l'IT ou le produit, parce qu'en fait, finalement, l'IT chez eux, c'est le produit. Si le produit il est pas au niveau, ça va être assez binaire. L'investisseur va pas y aller. Il va pas faire l'investissement parce que ce sera trop critique vis-à-vis du plan de développement. Pour les entreprises et donc là c'est assez direct. Pour les sociétés industrielles de services,
pour lesquels on a expliqué que l'IT était central, ça va plutôt être un sujet de valorisation. Ça ne remettra probablement pas en cause l'appétit de l'investisseur. Par contre, quand on disait différencier entre un acteur ou un autre, encore une fois, quand j'ai pris l'exemple de la société de services, bah, une valorisation, c'est quoi? C'est aussi dire, j'ai un référentiel parce que j'ai une transaction qui a été faite sur le concurrent à telle valorisation. Quelles sont les forces et les faiblesses? Et donc, dans ce cadre-là, l'IT peut permettre de bonifier ou de dégrader effectivement la valeur d'une société. Encore une fois, toujours pour revenir sur ce qui leur permettra d'aller plus ou moins vite que le concurrent pour gagner ce marché. Voilà, on investit dans un marché, dans une profondeur de marché. Comment on l'adresse au mieux? Donc ça sera un impact direct sur la valorisation. Je peux citer une chose, après je laisserai Morgane compléter. Sur ces sociétés-là, souvent l'investisseur fait un audit et essaye de déterminer la dette technique. La dette technique, ça veut dire plein de choses. Toutes les entreprises en ont. Donc ça, c'est quand les auditeurs me contrediront pas. Après, c'est à quel point c'est un frein pour le développement de la société, à quel point c'est intégré dans la roadmap. Et donc, s'il y a une dette technique trop importante ou qu'elle est sur des applicatifs ou autres qui sont critiques pour la société, alors ça a un impact mécanique en euros sur la valorisation. Je dois passer tant de jours hommes pour aller corriger ça ou investir massivement dans les 3 prochains mois. Quel est l'investissement que je vais devoir réaliser pour me mettre à niveau, et donc quel est le coût de ça que je déduirais de la valorisation. Voilà, donc c'est très mécanique, c'est l'euro directement. Je peux même à ce titre-là rebondir sur une anecdote, mais qui caractérise exactement ce que vient de dire Nicolas. L'été dernier, en juillet 2022, nous recevons pour un de nos clients qui est dans l'intérim digital une offre de rachat d'une société plus grande, étrangère, qui fait une belle offre et puis qui lance des audits, et dans le cadre de l'audit, s'aperçoit que pour rendre compatible le système d'information du client, de notre client, la cible, avec la nouvelle forme de gestion requise par la loi, puisqu'il fallait basculer vers de l'intérim pur, il y avait globalement un nombre de jours hommes calculé un peu à la va-vite, qui apparaissait, enfin qui générait une moins-value de 2 millions d'euros. Okay, donc, en fait, ça veut dire que dans la renégociation qui a eu lieu à la suite de l'audit, on nous a demandé de baisser le prix de 2 millions d'euros. À ce moment-là, le CTO est à nouveau revenu dans la boucle, puisque le CTO nous a permis de dire qu'en fait, la lecture qui était faite quelque part, ce n'est pas de la dette technique, mais de la nécessité de mettre de la ressource pour bridger les deux plateformes, n'était pas du tout celle qui était appréhendée. Donc, on a eu, grâce au CTO, la capacité de réduire très, très significativement cette demande de renégociation du prix. Et finalement, on s'en est tiré avec une petite diminution de quelques centaines de milliers d'euros. Ça paraît beaucoup d'argent à cette échelle, mais disons que on partait de 2 millions d'euros, on a dû finir à peine 10% de cette demande, mais on a dû utiliser toute l'intelligence et l'agilité du CTO pour aller négocier sur ce point-là. Alors, c'est moi qui portais la négociation, mais je devais avoir des faits sur lesquels je me basais. Donc, il y a eu cet exemple de dette technique qui n'en était pas une véritablement, mais en tout cas, comme disait Nicolas, on a toujours une dette technique. On n'a jamais de crédit technique, malheureusement, mais parce que le monde de la techno est ainsi fait que les technos évoluent très souvent, que les besoins d'infrastructure évoluent très souvent. Donc, quelque part, la bonne nouvelle pour vous, c'est que vous aurez toujours une activité chargée et ça ne s'altérera pas. Maintenant, je pense qu'un des éléments auxquels on va pouvoir aussi faire référence dans les années à venir, c'est quelque part la relation avec le RSE, c'est-à-dire dans quelle mesure mon infra et mon organisation ont ou pas de l'impact environnemental. Et je pense que le marqueur de consommation d'énergie va être un marqueur important dans les années à venir. Voilà. Je ne dis pas que c'est un marqueur prépondérant, mais je dirais qu'il y a autour de la logique RSE et notamment du E de RSE,
Donc l'environnement. Et enfin, voilà. Donc il y a vraiment un vrai sujet pour moi. Merci beaucoup, messieurs. C'était 45 minutes aujourd'hui, on arrive au bout du temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. En tout cas, effectivement, je rebondis dessus. C'est vrai que la dette technique, moi qui échange principalement avec des DSI, des Chief Digital Officers, c'est généralement pas le sujet le plus sexy pour notamment aller au CODIR, etc. Et entendre de la bouche de professionnels du financement, de l'investissement, de la LBO et de la Merger and Acquisition comme vous, l'importance de ce sujet est quand même pour moi assez intriguant, intéressant et je dirais même impactant parce qu'au final, c'est pas que le sujet, parce que c'est vrai quand on parle de dette technique, on parle rapidement de move to cloud, on parle de beaucoup de sujets, mais qui peuvent ressembler à de l'IT pour de l'IT. Mais in fine, il faut toujours le rattacher à la valorisation, ce qui est pour moi un élément fondamental. Et ta vision, Morgane, et c'est intéressant parce que tu es au cœur du moteur, nous dire aussi que le sujet du Green IT, qui historiquement, et si on se dit les choses entre personnes qui connaissent bien le monde de la DSI, c'était quelque chose dans une slide, parfois, généralement dans les grands groupes, mais dans les ETI, les PME, on n'en parle même pas. C'est quelque chose qui aura une importance de plus en plus capitale à l'avenir et que le Green IT, oui, c'est un sujet sur lequel un DSI doit aussi se pencher. C'est bien ça. Écoutez, on arrive à la fin du temps. Pour l'instant, j'ai pas vu de questions. Il va me rester plus qu'à vous remercier, messieurs. C'était très riche. C'était très riche comme échange, très intéressant. Donc, en substance, l'IT est de plus en plus important et impactant pour la valorisation des entreprises. N'hésitez pas à aller challenger les CEO, notamment en leur disant, si tu veux arriver à mieux financer ton entreprise, l'IT a un rôle à jouer. Le rôle de la dette technique et de la lutte contre la dette technique n'est pas qu'un enjeu IT, mais c'est un enjeu de valorisation de l'entreprise. La scalabilité, travailler sur la qualité de service, mais aussi le différenciateur, réfléchir à quels sont les outils qu'on peut potentiellement développer en interne pour permettre d'obtenir un différenciateur et l'importance du Green IT. Donc, vous en êtes pas rendu compte, mais de manière très naturelle, il y a eu énormément d'informations hyper pertinentes et hyper intéressantes pour notre communauté, pour WebAdvisor et pour les gens qui nous ont suivis. Et on vous remercie infiniment pour cela, Nicolas et Morgane. Ravi d'avoir pu y contribuer. Merci Super. beaucoup. Un grand merci à tous. Très bonne journée. Et à toute l'aventure. Merci Ismaël. Merci à tous.